Grande première chirurgicale à Paris avec une greffe bipulmonaire, un très sérieux espoir pour les enfants atteints de mucoviscidose. Le Conseil d'État annule la décision d'Édith Cresson de transférer l'ENA à Strasbourg pour manquement à la procédure. Le gouvernement se décidera lundi. Le Conseil de sécurité adopte une résolution prévoyant l'envoi de 5 à 10 000 casques bleus supplémentaires pour protéger les 6 enclaves musulmanes de Bosnie. Nouveau rebondissement dans le dossier Seznec, ouvert depuis 70 ans, avec un supplément d'enquête ordonné par la justice. Dernier titre, nos envoyés spéciaux y reviendront longuement juste après ce journal. À Roland-Garros, la finale homme opposera l'Espagnol Sergi Bruguera, qui s'est imposé facilement en 3-7 face à l'Ukrainien Medvedev, au tenant du titre, l'Américain Jim Courier, qui jouera dimanche sa 3e finale d'affilée. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose de commencer ce journal sur un cocorico médical avec une grande première mondiale. Une équipe française de l'hôpital Broussais a en effet réussi une greffe bipulmonaire chez une femme de petite taille à partir d'un même poumon adulte partagé en deux. Une opération qui représente un grand espoir pour les enfants atteints de mucoviscidose en attente de transplantation bipulmonaire. Précision avec Patrice Romden. 2 poumons en un, ainsi peut-on résumer cette première médicale française réalisée par l'équipe de chirurgie cardiovasculaire du docteur Quetil. D'abord, le donneur, un homme d'1,80 m pour 80 kg, en coma dépassé à la suite d'un accident de voiture. L'un de ses poumons est inutilisable, on prélève l'autre. La patiente, 1,50 m pour 40 kg, clouée au lit par une fibrose pulmonaire, elle endure un cortège de douleurs. Avec le poumon de l'un, les chirurgiens ont constitué 2 nouveaux organes plus petits, artères, veines, bronches ont été recréés. Comme vous voyez, le poumon comprend 2 parties qui ne sont pas totalement séparées et chirurgicalement il y a ce qu'on appelle une scissure, c'est-à-dire une amorce de séparation qu'il faut terminer chirurgicalement, et lorsqu'on arrive aux pellicules, c'est-à-dire à l'ensemble artère, veine, bronche qui est unique, il va falloir diviser l'ensemble de ces choses pour faire 2 pellicules, pour avoir 2 poumons. Derrière la façade de l'hôpital Broussais, une femme confinée dans sa chambre depuis 1 an et demi, sous oxygène en permanence, s'apprête à rentrer chez elle. Certes, son avenir reste lié à un rejet, toujours possible, mais plus qu'un organe, c'est la vie qu'on lui a greffée. Cette première ravive l'espoir des enfants atteints de mucoviscidose. Avec 2 poumons d'adultes, disent les médecins, il est désormais possible d'en faire 4, plus petits. L'ENA, école nouvellement aménagée à Strasbourg, va peut-être retrouver le quartier latin à Paris. Le Conseil d'État a en effet annulé le transfert de l'École nationale d'administration à Strasbourg en faisant valoir que le Premier ministre de l'époque, Édith Cresson, n'avait pas compétence pour décider seul de ce transfert du siège de cette école. Reportage Léo Lamberton, Philippe Dumail. À croire qu'à l'ENA, on apprend à garder en toutes circonstances le sens de la mesure. Devant le Conseil d'État cet après-midi, beaucoup d'élèves. Ils voulaient l'annulation du transfert de leur école, ils l'ont obtenu, pourtant ils ne sont pas euphoriques. On attendait cette décision, maintenant il ne nous appartient pas de savoir quelle va être la suite donnée. C'est pas une décision au fond, c'est une décision de régularité de la procédure. Qui dit procédure dit qu'on pourrait employer une autre procédure pour arriver aux mêmes fins. L'arrêt du Conseil d'État est clair. Rien dans les statuts de l'ENA n'autorise le Premier ministre à décider seul du transfert de l'école. Édith Cresson, le Premier ministre d'alors, aurait donc dû soit réunir le conseil d'administration de l'ENA, soit modifier ses statuts par décret. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Pour l'avocat qui a plaidé l'annulation, l'arrêt du Conseil d'État va être lourd de conséquences pour toutes les autres délocalisations. C'est un arrêt qui va sûrement faire jurisprudence car il y a beaucoup de décisions de délocalisation d'établissements publics qui ont été prises sans consultation soit des organes compétents, soit du comité technique paritaire par exemple, ou du comité d'entreprise. Donc aujourd'hui, je crois que beaucoup d'établissements peuvent espérer voir remise en cause des mesures qu'ils n'acceptent pas. Le gouvernement se réunira lundi après-midi pour décider s'il maintient ou non le transfert de l'ENA à Strasbourg. En attendant, il rappelle sa position de principe. Le gouvernement a dit que d'une manière générale, sur le principe des délocalisations, il partageait cette démarche, mais qu'il fallait l'adapter, et c'est ce qui a été déclaré depuis quelque temps par l'ensemble du gouvernement. Et c'est bien ce qui chagrine les énarques. S'ils manquent d'enthousiasme aujourd'hui, c'est parce qu'ils savent que ce que le pouvoir veut, d'une manière ou d'une autre, il le peut.
À Strasbourg, on attend de pied ferme la décision du comité interministériel de lundi prochain. Personne n'imagine que soit remis en cause un transfert d'un montant total de près de 130 millions de francs. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. C'était en janvier dernier, la première véritable promotion d'Énarque délocalisée à Strasbourg. 105 élèves qui ont inauguré les 2000 premiers mètres carrés de locaux, somptueusement réhabilités pour eux. Depuis, ils sont tous partis en stage. Le directeur de l'école et son adjoint sont à Paris. Actuellement, l'ENA est encore un immense chantier de 7000 mètres carrés livré aux ouvriers et aux architectes à qui la décision du Conseil d'État ne fait ni chaud ni froid. Moi, ça me fait pas grand-chose. Je veux dire, nous, on est en charge d'un certain travail. Ça ne nous concerne pas. Nous avons les éléments de programme et financiers pour continuer notre travail. Voilà. Le gouvernement ne touchera pas au budget, 127 millions de francs prévus pour l'achat et les travaux. C'est André Rossino, le ministre de la fonction publique, qui l'a affirmé le 15 mai dernier en visitant le chantier, comme il a alors confirmé la détermination du gouvernement à maintenir l'ENA à Strasbourg, ce qui n'empêche pas la municipalité de nourrir aujourd'hui quelques inquiétudes. J'ai aussi entendu parler, notamment l'association des anciens amis, des anciens et des amis de l'ENA, d'une sorte de solution de compromis qui serait au fond de laisser un petit bout de l'ENA à Strasbourg et puis ensuite de trouver au fond une sorte de compensation pour Strasbourg. Je crois que la décision de transfert est une décision pleine et entière qui doit être maintenue et effectuée. Dans le cas contraire, la ville de Strasbourg récupérerait les bâtiments réhabilités, une bonne opération financière sur le dos de l'État. Les ravages du chômage, nous avons longuement parlé hier du rapport du sénateur Arthuis mettant en garde contre les dangers des délocalisations dans les pays à faible salaire. Des pratiques qui menacent tout à fait directement 3 à 5 millions d'emplois en Europe. Aucun secteur n'est épargné, même les produits de luxe comme l'orfèvrerie. Reportage chez Christophe avec Antoine Cormery et Michel Janoulatos. Des allées désertes et des ateliers vides, quelques-uns des meilleurs ouvriers de France sont au chômage technique, comme tous les vendredis depuis octobre. L'orfèvrerie se porte mal et la plus prestigieuse maison française prévoit encore 10% de baisse sur ses ventes. Pour la direction, l'équation se résume donc à produire moins, 186 licenciements sont prévus à Saint-Denis, mais surtout produire moins cher. Et la filiale de Christophe, au Brésil, va devoir augmenter ses cadences. La seule façon d'être présent sur le marché brésilien était d'y créer une entreprise. Nous y avons créé cette entreprise qui fournit le marché brésilien et qui depuis quelques années nous aide à maintenir sur des produits haut de gamme, très ouvragés, des prix qui sont compétitifs. Compétitifs, c'est-à-dire de 30 à 40% moins cher qu'en France pour ce genre de produit. Cette logique, les syndicats attachés au label Made in France refusent de l'accepter. Vous avez des gens malheureux parce qu'ils ont donné leur vie à Christophe. Parce que Christophe, c'est un état d'esprit, Christophe. C'est pas une usine où on va passer des heures de travail. Christophe est un état d'esprit. Christophe, les gens qui ont 30 ans de maison chez Christophe, c'est leur trip, c'est leur vie, ils ont tout mis, tout leur savoir. Il faut voir des meilleurs ouvriers de France gravés à la main pour faire des couverts qui après vont avoir un renom mondial. C'est ça, Christophe, et c'est ça qui disparaît. Dans cette entreprise familiale qui a tant contribué au faste de l'Empire, on refuse d'admettre que l'outil industriel puisse un jour terminer ici, au musée. Autre firme prestigieuse en difficulté, la maison Tétinger. En raison de la crise, les producteurs de champagne trinquent également. Pour éviter 22 suppressions d'emplois, la direction a proposé aux 220 salariés un pacte social qui prévoit entre autres une mobilité entre les différents services en fonction des besoins saisonniers. Les secrétaires se transformant éventuellement en manutentionnaires et les cadres en vendangeurs. La coupe est-elle pleine? Réponse avec nos envoyés spéciaux Éric Monnier, Vincent Maillard. Chez Tétinger, ce qui compte, c'est la tradition. Face aux grosses maisons de champagne, on se définit si volontiers comme des artistes dans la profession. Autant dire que le pacte social, lancé hier par la direction, bouscule les habitudes. Les salariés doivent s'engager à accepter une mobilité entre services en fonction des besoins. Imaginez une secrétaire aux vignes, un caviste à l'administration. En échange, 22 emplois seraient sauvés. Vous voyez aller faire les vendanges? Et pourquoi pas s'il fait beau? Non, mais on n'est pas contre pour effectivement aller éventuellement dans un autre service. Oh ben les vendanges, je marchais pas encore, je faisais les vendanges, donc moi ça me dérange pas. La direction explique son pacte social par un contexte économique difficile.
Les principaux marchés occidentaux marquent le pas. Et en face, il y a surproduction et des stocks énormes après des récoltes exceptionnelles ces 5 dernières années. Il ne s'agit pas d'un chamboulement. Nous sommes dans une maison traditionnelle et familiale. Les choses évoluent au rythme du champagne. Ça nous paraît en tout cas une méthode originale. Et je vous le répète, si nous pouvons éviter par ce biais-là des licenciements, nous serons les plus heureux. Les syndicats ont plutôt bien accueilli la proposition, à l'exception de la CGT majoritaire. Elle dénonce une deuxième clause, passée plus inaperçue, qui vise à limiter les primes d'intéressement distribuées chaque année aux salariés. Si Tétinger, bien entendu, était en situation de perte, il est bien évident que l'intéressement serait supprimé, ça va de soi. Mais si Tétinger, effectivement, gagne de l'argent, eh bien la prime doit continuer à produire ses effets. Les 220 salariés de Tétinger se prononceront la semaine prochaine par référendum. Ce plan, s'il est accepté, constituerait une première dans le monde du champagne, un petit monde qui reste encore celui de privilégiés. La guerre dans l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté tout à l'heure à New York une nouvelle résolution préconisant l'envoi de milliers de casques bleus supplémentaires afin de protéger les 6 enclaves musulmanes de Bosnie. En attendant l'arrivée de ces renforts de 5 à 10 000 hommes, les combats continuent notamment à Gorađe ou encore à Srebrenica où la situation humanitaire est de plus en plus critique. Le point avec nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Roger Motte, Cyril Pecherick. Au centre d'une des zones de sécurité de l'ONU, Srebrenica. Quelques casques bleus canadiens au cœur de la détresse. Des milliers de réfugiés qui ont tout laissé dans leur village, pris par les Serbes. Pas d'eau, un peu de pain, juste de quoi survivre. La nuit, les moteurs des avions annoncent les largages américains de vivres. Parachutés de trop haut, ils ratent souvent leur cible et tombent dans des vallées voisines pour être récupérés par les Serbes. Autre zone de sécurité, Sarajevo, où la semaine a été dure. Sale temps pour les casques bleus qui gardent l'aéroport et qui ont encore essuyé des coups de feu avant-hier. 2 blessés, on a riposté. En fait, quelles sont vos instructions pour la riposte? J'applique les consignes de l'ONU. En cas de légitime défense, je riposte. Demain, pourtant, leur mandat pourrait être plus agressif. Ils pourraient devenir une véritable force d'imposition de la paix face aux francs-tireurs serbes ou musulmans qui les menacent à partir des fenêtres des maisons alentours. Mais ils sont en nombre insuffisant pour assurer la sécurité de tout Sarajevo. La ville de Sarajevo, c'est 300 000 habitants, c'est extraordinaire. Avec mes 600 personnels, même s'ils sont particulièrement compétents, bien entendu, on ne peut pas tout faire. Pour le général Morillon, il faudra quelques 7000 casques bleus en plus pour assurer la sécurité des populations en Bosnie et surtout plus de marge de manœuvre. Toute attaque contre une zone protégée pourrait être suivie d'une réaction et j'espère que ça suffira à ramener un peu de sagesse. Y compris avec de l'armement plus lourd? Oui, oui, oui. Et ça serait un gros changement? Oui, ce serait effectivement ce que nous avons demandé depuis longtemps. Cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU devrait permettre un soutien aérien au travail des casques bleus dans les zones de sécurité. Par exemple, ici à Sarajevo, si, comme ça s'est passé cette semaine, des civils étaient tués par des tirs de mortier ou d'artillerie, il est probable que l'aviation de l'OTAN bombarderait les positions d'où ont été effectués les tirs. Dernier bastion de la gauche en Europe, l'Espagne renouvelle dimanche son Parlement, les Cortes. Au pouvoir depuis plus de 10 ans, les socialistes de Felipe González pourraient se voir remercier. Les derniers sondages annoncent en tout cas un scrutin très serré. Les socialistes et le Parti populaire de centre-droit sont au coude à coude. Michel Monponté. Pour endosser vraiment l'uniforme d'homme d'État, José María Aznar, le leader de la droite espagnole, rêvait d'une cérémonie d'adoubement. Une manifestation où enfin, lui, l'éternel rival malchanceux des socialistes, se verrait reconnaître sa stature internationale. Depuis hier, grâce à Valéry Giscard d'Estaing, à Valence, c'est fait. Et pour couronner le tout, une bienvenue au club des grands dans la langue de Cervantes. Europeos de centro derecha y de la democracia cristiana reconoce. Tous les dirigeants de centre-droit reconnaissent en José María Aznar un compagnon, un égal. Venu d'un ancien chef de l'État, le cadeau est de taille, à 48 heures du scrutin. Felipe González, après 11 ans de pouvoir, n'a plus, lui, approuvé sa dimension d'homme d'État. Aussi a-t-il préféré, pour son dernier meeting, recevoir l'appui du prix Nobel de littérature, Gabriel García Márquez. Autre style, autre message. Mais derrière ces stratégies,
La véritable clé du scrutin de dimanche, c'est bien sûr le bilan de 11 ans de socialisme. Et là, les 3,5 millions de chômeurs, les scandales à répétition ou la chute de la P7 risquent de peser bien plus lourd que ces symboles. Élection également de l'autre côté des Pyrénées à Perpignan pour des municipales anticipées après la dissolution du conseil municipal rendue inévitable suite à un conflit de personnes entre le maire UDF, Paul Alduy, en poste depuis 34 ans, et son adjoint RPR, Claude Barat. Un duel qui pourrait bien profiter au Front National. Reportage Laurent Boussier et Bernard Rappé. Querelle de famille, guerre de succession et règlement de compte personnel depuis la dissolution du conseil municipal qui a mis fin le 5 mai dernier à 34 ans de règne sans partage de Paul Alduy sur la ville de Perpignan. Les couteaux sont tirés. Premier candidat à dégainer, c'est le propre fils de l'ancien maire, Jean-Paul Alduy. Centriste, il dénonce les anciens amis de son père. Il y a eu un complot parce que mon père gênait certaines ambitions personnelles. Et ça s'est complété par un hold-up politico-administratif. On bat encore, une fois de plus, à Perpignan, des records sinistres. Là, c'est le record de la non-démocratie. Principal accusé, Claude Barat, ancien premier adjoint, c'est lui qui, pendant 2 ans, a mené la campagne d'opposition à l'ancien maire. RPR, il a pris soin de prendre sur sa liste les conseillers municipaux UDF de Paul Alduy. Il dénonce les intentions de ses adversaires. Le fils du maire, de l'ancien maire, sera au 2e tour, allié au Parti socialiste. Il retrouvera à ce moment-là son appartenance politique d'origine et vraisemblablement le 2e tour sera un peu serré. Ambiance, d'autant qu'ici, drogue et délinquance se propagent à grande vitesse pour le plus grand bénéfice du Front National qui voit pour la première fois la mairie d'une ville de plus de 100 000 habitants à sa portée. Ça se passe bien puisque ça se passe sur un thème Front National qui est le thème de la sécurité avec 2600 vols de voitures, 3600 vols à la roulotte. Donc ça se passe, j'allais dire non pas sur des roulottes mais sur des roulettes. Une gauche anémique, une droite divisée, une extrême droite forte et une économie dégradée, Perpignan sort mal de 30 ans de clientélisme politique. Après l'examen en Conseil des ministres mercredi de la réforme de la loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la CFDT, la FEN et la Ligue de l'enseignement mettent en garde le gouvernement contre, je cite, des mesures qualifiées de discriminatoires et dangereuses. Même longueur d'onde à la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui avait été saisie par le Premier ministre et qui a émis aujourd'hui un avis défavorable. Pourquoi ces réserves? La réponse du président de cette commission. Tout d'abord parce que ce projet paraît inopportun à l'heure où une partie de l'opinion est déjà que trop tentée par la tentation xénophobe. Ensuite, parce que ce projet, quelles que soient les intentions du gouvernement, amènera des conséquences pratiques qui portent atteinte à des droits aussi essentiels que le droit d'asile, le droit à la vie familiale normale pour le regroupement familial et le droit à recours avec des garanties, par exemple pour la commission de séjour. Et enfin, parce que ce projet ne nous paraît pas un bon exemple sur le plan international, à l'heure où va s'ouvrir à Vienne la conférence mondiale sur les droits de l'homme. La France a toujours voulu être exemplaire sur le plan des droits de l'homme. On aimerait qu'elle ne donne pas l'exemple du repli sur soi. Troisième journée d'audience au procès Péchinet avec l'audition du PDG Jean Gandois et les premières explications de l'un des principaux prévenus, le financier libanais Samir Traboulsi, qui s'est défendu bec et ongles. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillan, Jean Corneille. Jean Gandois le confirme à la barre. Il existait bien dès septembre 88 entre Péchinet et Triangle un contrat de confidentialité afin d'éviter toute fuite, des fuites dont se défend énergiquement Samir Traboulsi. Un homme qui téléphone beaucoup, note avec malice la présidente Claude Noquet, qui se base sur des coïncidences durant l'été 88. Alors que plusieurs fois par jour, Traboulsi appelle son ami libanais Charbel Ghanem, ce dernier, directeur de Soco Finance, une société de négoce basée en Suisse, achète 91 000 actions Triangle. Samir Traboulsi est aussi véhément à la barre qu'à la corbeille. Les relevés téléphoniques, c'est moi qui les ai donnés à la justice. Je n'ai rien à cacher. Ce matin encore, j'ai appelé Socofinance. Il y a des gens qui fument. Moi, je téléphone. Samir Traboulsi le reconnaît également. Il a le sourire triste. L'affaire la plus prestigieuse de ma vie tourne au cauchemar. On dit que le procureur est un homme intelligent. J'espère qu'il reconnaîtra qu'il a fait fausse route. En démocratie, dit Traboulsi, il n'est pas interdit de rêver. Ainsi, après avoir dénoncé une vie cauchemardesque, l'homme d'affaires veut s'offrir un doux rêve.
Chronique judiciaire suite, François Léotard renonce à son pourvoi en cassation dans l'affaire de Port-Fréjus. Bien que la chambre d'accusation ait rendu un non-lieu, François Léotard avait saisi la Cour de cassation car il était mécontent des termes de l'arrêt. Les magistrats lyonnais laissaient en effet entendre que si les faits étaient prescrits, le délit d'ingérence était constitué. Chronique judiciaire, suite et fin pour ce soir avec un supplément d'enquête ordonné par la justice dans l'affaire Seznec, un dossier ouvert il y a maintenant 70 ans. Explication Maryse Burco. J'ai l'impression d'aller à une loterie. Ça va être oui ou non. Alors j'ai peur. C'était un peu le rendez-vous de sa vie, cette étape qui permettrait plus tard d'innocenter son grand-père. Alors ce matin, Denis Seznec avait le visage de l'angoisse. Mais quelques minutes plus tard, le petit-fils de Bagnard a retrouvé le sourire. La commission de révision demande un supplément d'information. C'est d'une certaine façon une victoire aujourd'hui parce que ça fait 70 ans que la justice se pose des questions. Vous voyez qu'elle n'a pas résolu. Si elle était sûre que mon grand-père était coupable, vous pensez qu'elle l'aurait dit aujourd'hui? Dans ce sein de la Cour de cassation, je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment... c'est peut-être pas le grand jour encore, hein, mais c'est quand même pas mal. Hein. Car aujourd'hui, les magistrats doutent. Et si en 1924, les jurés s'étaient trompés? Et si cet homme était allé au bagne pour rien? Et si Seznec n'avait jamais tué le conseiller général Quéméneur? 70 ans après les faits, les experts vont donc réétudier ces papiers jaunis, cette fausse promesse de vente que Seznec aurait fabriquée pour s'approprier la maison de Quéméneur. Mais ils vont surtout entendre cette vieille dame. À l'époque, Louise Mitrani a vendu la machine qui servit à taper la promesse de vente. Lors d'une confrontation, elle avait dit que Seznec était bien l'acheteur. Aujourd'hui, elle se rétracte. Dans un grand couloir, alors il y avait plusieurs hommes, puis alors... J'ai dit, c'est le monsieur, je sais pas. J'ai dit, c'est ce monsieur-là. Alors il me dit, non, non, c'est celui-là. Bon, ben, je l'ai pris, moi. Qu'est-ce que vous voulez? En somme, on m'a poussé. Parce qu'est-ce qu'il faut admettre? On m'a poussé. Les experts ont un an pour remettre leur rapport. 70 ans après les faits, il faut encore attendre. France 2 à nouveau en deuil avec la disparition à 56 ans de l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Guy Turchfeld, directeur adjoint des services techniques, un grand professionnel entré à la RTF en 1956 et qui avait consacré toute sa vie professionnelle à la télévision publique. Première réunion aujourd'hui à l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand du Conseil pour les droits des générations futures, un conseil de 9 membres lancé à l'initiative du commandant Cousteau afin d'assurer le suivi du sommet de la Terre, réuni à Rio il y a tout juste un an. Daniela Lombroso. Ils sont 9 sages qui vont essayer de ne pas le rester. Chargés de jouer les trublions, ils devront tenter d'agiter l'opinion et les gouvernements en cas de menace irréversible sur l'environnement. Parmi les personnalités nommées par le président de la République, on trouve le philosophe Michel Serres, le généticien Albert Jacquard, le biologiste Jacques Testard et l'astrophysicien Hubert Reeves. Leur mission, trouver des solutions aux problèmes posés par le développement, énergie, surpopulation, aménagement du territoire. Question, auront-ils les moyens de se faire entendre ? Un comité consultatif n'a pas de pouvoir exécutif, ça c'est évident. Mais il est certain que la notoriété des membres de ce conseil est telle qu'il sera difficile d'aller contre sans raison majeure. Donc je pense qu'on aura un certain poids, surtout avec l'appui du ministère de l'Environnement. Face à ce conseil nommé par le président de la République, quelle sera l'attitude du ministère de l'Environnement ? Non seulement j'approuve la création de ce conseil qui est placé auprès du président de la République, mais qui va travailler en liaison avec le ministère de l'Environnement. Mais je crois que c'est un élément important pour la démocratie française. Nous ne voulons pas marcher sur vos plates-bandes, mais d'un autre côté, si on peut vous rendre service, on le fera. Pour l'instant, les plates-bandes sont intactes. Le Conseil pourra être saisi par le ministre, les assemblées ou les associations. Première vraie réunion de travail fin juin, si la Terre continue de tourner. Si l'on en croit une enquête Ipsos publiée par l'hebdomadaire Stratégie, 91% des Français estiment qu'il y a trop de publicité à la télévision. 13% seulement des téléspectateurs jugent efficaces les spots publicitaires. Grâce en partie aux recettes publicitaires, France 2 est sortie du rouge cette année en réalisant en 92 son premier bénéfice depuis 87 avec un résultat net de 75 millions de francs.
France 2, chaîne du rugby, diffusera demain en direct du parc, après le journal de 20h, la finale du championnat de France de rugby. Finale tout à fait inédite puisqu'elle opposera Castres à Grenoble dans le 15 grenoblois, un troisième ligne d'origine bosniaque, Johnny Mandic, un homme qui a autant de muscles que de cœur puisqu'il l'a travaillé l'hiver dernier au sein de l'association humanitaire Équilibre. Portrait signé Christophe Duchiron, Gilles Ragris. Souvent, il aime prendre sa guitare et chanter les paroles un peu tristes de sa Bosnie natale. Johnny Mandic, le rugbyman, a 27 ans. La France du rugby l'a découverte en 1988. En France, il a fondé une famille, ce genre de famille qui rend heureux, mais il possède une autre famille, restée en Bosnie, celle qui le rend inquiet. J'ai encore un frère là-bas, j'ai pas de nouvelles depuis 5 mois. C'est vraiment dur, la situation, qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis surtout, il n'y a pas de nouvelles. Toutes mes amis qui sont restés là-bas, j'ai pas de nouvelles, c'est dur. Souvent, il aime sortir de l'armoire un trésor en tissu bleu-blanc-rouge, souvenir de son unique sélection en équipe de France, 10 minutes de jeu avec les espoirs l'an dernier contre l'Afrique du Sud. Souvent, il aime se promener seul sur les hauteurs de la ville, jeter un coup d'œil sur Grenoble et se rappeler que sur un terrain, il force bien souvent le respect de l'adversaire. Mandic possède le physique de l'emploi, 1m94, 110 kg, un rugby qui déménage, de l'énergie à revendre, parfois au prix fort. Sur le terrain, c'est autre chanson parce que on sait le rugby c'est un sport combattant. Donc quand on sort sur le terrain, c'est autre chose. Souvent ces derniers temps, il s'est répété que demain soir au Parc des Princes, il serait peut-être le premier bosniaque champion de France de rugby. Un peu avant minuit, le dernier journal, Philippe le fait. Demain, dès 13h, vous retrouverez Paul Amar. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, cette journée de samedi sera chaude et ensoleillée, comme va vous le confirmer dans quelques minutes Nathalie Riouet. Excellente soirée, merci, bonsoir.